Bonsoir. On va faire une petite présentation des personnes qui vont intervenir. Je vais commencer par moi-même, Claude Vrebel, donc conservateur-restaurateur d'œuvres contemporaines et d'art moderne. C'est un peu une spécialité aujourd'hui pour moi. Donc j'interviens sur évidemment beaucoup de matériaux différents, mais évidemment aussi beaucoup d'œuvres sur papier. Voilà, je travaille, en fait, je suis indépendant. Je travaille pour des institutions, des musées français étrangers. Évidemment, beaucoup les structures qui achètent, collectionnent, stockent de l'art contemporain, donc les fonds régionaux d'art contemporain, les musées d'art contemporain. Et, par ailleurs, donc, je travaille aussi beaucoup avec des artistes en direct, des familles d'artistes, des collectionneurs, des collections privées, des collections aussi de sociétés. Voilà. En gros, j'exerce depuis 1986 la création d'ateliers. J'ai été aussi enseignant et j'ai essayé de développer en fait une filière restauration de l'art contemporain dans une école de restauration à Avignon. Voilà, et je donne des cours une fois par an dans un master à la Sorbonne. Voilà, sur les questions de restauration, mais aussi plus largement, on le verra avec monsieur qui est à ma gauche, d'assurance, de transport et de tout ce qui tourne autour des œuvres d'art. Voilà, à tout de suite. Bonsoir, moi je m'appelle Bernard Chenbeau. Je suis courtier d'assurance spécialisé en assurance d'œuvres d'art et je suis par ailleurs président des Amis du Palais de Tokyo et du Tokyo Art Club, qui est le club de mécènes privés du Palais de Tokyo. Donc, et par ailleurs, depuis une trentaine d'années, collectionneur d'art contemporain. Donc c'est à ce titre de collectionneur et d'assureur que je vais vous parler. Et je vous passe Emmanuel Régent. Bonsoir. Oui, donc Emmanuel Régent, artiste principalement dessinateur. J'ai un dessin là, dans l'expo des 10 ans, le dessin entre les deux étages Palmyre. Et donc je dessine sur papier d'une manière assez traditionnelle et évidemment les questions de conservation m'intéressent beaucoup. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec Claude et je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Je voudrais rajouter, Emmanuel, que tu as eu le prix découverte des Amis du Palais de Tokyo en quelle année ? En 2010. Donc c'était le troisième. J'ai créé ce prix en 2008. C'était la troisième édition du prix. 2008. 2009, mais Expo 2010. Ah oui, le deuxième. Donc tu étais le deuxième lauréat. Bien, les artistes créent dans leur studio, dans leur atelier, et donc inventent et font des découvertes. Puis se pose la question en fait de la monstration en fait de l'œuvre. Et c'est là que on peut être sollicité en tant que restaurateur, mais pas que, sur en fait comment on va montrer en fait cette œuvre en fonction de sa matérialité et de sa conception. Alors faut-il l'encadrer avec un verre de protection? Faut-il l'accrocher avec des épingles? Faut-il l'accrocher avec des aimants? Faut-il l'accrocher avec un velcro? Donc, dans le salon du dessin, vous avez en fait effectivement beaucoup d'œuvres et de multiples façons de la présenter. Et donc, la présenter, c'est aussi poser la question de la conservation. Donc là, je vais vous montrer quelques photos, disons, d'œuvres qui sont avec un matériau papier, mais très diversifié du point de vue, disons, de l'œuvre elle-même. Voilà. Donc, et ensuite, on va parler un petit peu justement de ces problèmes de conservation et de monstration.
Je vais pas commenter à chaque photo. Vous avez en fait disons là le nom de l'artiste. Je n'ai pas mentionné le titre de l'œuvre, etc. C'est juste pour aller vite. Mais bon, là, en fait, on est sur des œuvres qui sont en fait accrochées par des crochets à l'arrière et donc qui sont montrées sur un mur, bien sûr. Mais compte tenu de la taille et de la forme, en fait, il y a des problèmes en fait disons de planéité qui se posent et de renforcement en fait par l'arrière de ces formes. Alors qu'est-ce qu'il me dit de faire dans ces cas-là? C'est passé. Donc là, on a une œuvre en fait de Jean-Pierre Bertrand. Donc, bon, toutes ces œuvres ne sont pas comme cela, mais en tout cas, il a fait toute une série d'œuvres en fait sur papier, travaillant donc à la fois avec du citron, du miel et du sel. Donc, bien évidemment, on a là une œuvre sur papier qui est amenée à évoluer dans le temps, puisque en fait, le citron étant un matériau acide, brûle en fait le papier. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Mais donc, on a au départ, l'œuvre est conçue pour en fait évoluer et quelque part, on peut se dire s'autodétruire. Hein. Voilà. Mais malgré tout, on nous pose quand même à ce moment-là la question de savoir comment on peut ralentir le processus. Hein. Donc en fait, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est avoir un discours assez clair, de la part de l'artiste pour vraiment expliquer que cette œuvre est une œuvre évolutive hein, et que donc on ne pourra pas stopper le phénomène de vieillissement et éventuellement le phénomène de disparition. Bon, ça peut prendre beaucoup de temps. Hein. Et peut-être on sera surpris en fait justement sur la longueur d'une vie d'une œuvre de ce type. Alors là, par exemple, on a un artiste américain qui s'appelle Greg Stone, qui travaille en fait avec du papier et du goudron. Donc en fait, même chose, c'est-à-dire qu'on a en fait un matériau qui, en fait, ce sont deux matériaux qui sont un peu incompatibles, mais qui sont aussi donc amenés à évoluer. Donc voilà, il crée des formes et bien évidemment, l'évolution est incertaine, donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Là, c'est une œuvre de JR, donc JR qui est aujourd'hui un artiste très connu. Et en fait, bon, j'ai eu l'occasion de restaurer quelques-unes de ses œuvres, puisque bon, on va dire que c'était des œuvres de jeunesse et qui étaient assez mal entreposées, on va dire, dans une cave. Et on a eu des dégâts des eaux. Et donc, à partir de là, on a eu des problèmes de stabilité. Et donc, comme vous pouvez le voir, dans le bas de l'œuvre, des auréoles importantes. Donc se pose aussi la question de comment aussi on va restaurer cela. Hein. Je vous expliquerai peut-être si ça vous intéresse après le protocole qui avait été utilisé. Mais voilà, donc on est sur de la photocopie. Et donc, même chose, c'est un matériau donc, qui n'est pas stable dans le temps. Mais c'est du papier. Hein. À la base, on est sur du papier. Donc là, c'est une autre œuvre de JR. Encore une, voilà. Donc là, on voit bien en fait le problème du dégât des eaux. Et donc, évidemment, là, ça pose une vraie question sur la façon dont on va restaurer ça. D'un point de vue éthique, c'est un peu compliqué. Mais bon, on y reviendra. Voilà, l'idée étant d'illustrer un peu des différents types d'œuvres sur papier. Là, on a une œuvre de Dittmann. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un texte d'accompagnement. Donc, il a mis en fait 2 livres. Donc Mein Kampf et puis le théâtre de Voltaire, et il a expressément et volontairement surtout mis en fait des insectes qui adorent en fait la cellulose pour voir si en fait le livre a du goût. Donc et puis un jour, cette œuvre arrive dans mon atelier et on me dit qu'est-ce qu'on peut faire pour stabiliser cela. Donc voilà, donc c'est aussi voyez, à la fois une œuvre qui doit s'autodétruire, mais en même temps qu'on doit conserver. Donc c'est toutes les problématiques, je veux dire, de ce type d'œuvre.
Donc ça, c'est une vue rapprochée toujours de la même œuvre. Voilà, donc là on voit bien la destruction en fait et quel livre les insectes ont choisi. Alors là évidemment l'œuvre est à l'envers, c'est pas grave, mais bon c'est un artiste qui s'appelle Sylvain Ginotte et qui a fait toute une série comme ça de dessins sur papier en utilisant de l'huile de vidange. Donc aussi un matériau un peu on va dire, pas forcément beaux-arts. Une œuvre de Marlène Moquet, donc, qui utilise en fait un papier usagé, brûlé, et donc qui à partir de là interprète et va créer son dessin. Donc évidemment, on a des problèmes de stabilité dans le temps, on va dire. Là, on a donc une œuvre de Keith Haring. Alors, Keith Haring bon, a fait de grands formats comme ça. Évidemment, dans le papier, disons qui est vendu dans le commerce, papier Beaux-Arts, on ne trouve jamais ces grands formats. Donc, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise en fait ce que les photographes utilisent pour en fait faire des fonds, des rouleaux donc de papier, de couleurs. Et bon, évidemment, se pose un peu des problèmes du point de vue de la stabilité, puisque ce sont des papiers en fait hyper nerveux, donc qui ne sont pas du tout conçus en fait pour justement, disons, on va dire la conservation. Et donc ça pose quelques problèmes par moment. Voilà une œuvre aussi un peu, disons, atypique. Bon, c'est un papier à la base, donc, qui a été découpé avec une projection en fait de fusain broyé avec de la colle. Bon, tout ça, c'est pour montrer un peu la diversification, la diversité des différentes démarches artistiques. Là, c'est une œuvre de Anne de Leporte, en fait, qui en fait récupère des essais de couleurs à la sortie en fait des journaux, puisque les journaux en fait avant de faire tourner la rotative font des essais de couleurs et donc elle récupère dans les poubelles en fait ces papiers qui l'inspirent énormément et donc et après vient me voir et me dit Claude qu'est-ce qu'on peut faire parce que là je vais l'accrocher sauf que c'est un papier qui est évidemment excessivement fin et très fragile donc qui ne supportera difficilement plusieurs accrochages. Donc voilà, à partir de là, j'ai fait une proposition en fait de marouflage. Là, on voit la chose marouflée, mais ensuite, en fait, on a redécoupé exactement à la dimension de ce lait de papier de couleur, et pour ensuite, puisqu'en fait, c'est une œuvre qui se présente dans un angle et pas uniquement sur un mur. Voilà d'autres exemples. Bon, ça, on est sur des masques de costumes des ballets russes. Donc aussi, bon, c'est du papier mâché, peint, etc. Et donc évidemment, présentant des fragilités. Donc comment après on va conserver ça. Et là, c'est en fait, je trouvais ça assez intéressant, des sculptures en fait qui que j'ai découvert pas la dernière Biennale, mais celle d'avant de Venise, d'artistes sud-africains qui en fait utilisent des livres et les sculptent, voilà, et ça donne ce type de sculpture que je trouve très intéressant. Là, on a un artiste en fait, Zang, enfin, on est marqué Zangui, mais c'est Zang en fait, Herbert Zang, qui est un artiste allemand et qui en fait a peint beaucoup comme ça recouvert de peinture blanche, en fait, des structures qu'il avait donc composées. Et donc on a du papier, là on est sur du papier craft, et donc on a des problèmes d'acidité énormes et des problèmes de tenue du papier, et donc qui posent en fait des problèmes de conservation. Là, une œuvre de Bruce Conner, qui en fait un artiste des années 70 américain, et on voit bien que là il y a des compositions avec des matériaux très diversifiés, entre le textile, les perles et évidemment toute une zone avec des papiers, des cartes postales, et qui, bon, d'un point de vue de la stabilité, disons, sont problématiques. Là, bon, en fait, j'avais pas retrouvé en fait la photographie parce que en fait, je travaillais pour Zaouki et il avait un projet. Il répondu à un projet en fait pour le rideau de scène de l'Opéra de Pékin.
Là, on voit un format qui est tout à fait acceptable, sauf qu'il avait fait des angles de Chine, en fait, qui faisaient plus de 4 mètres de haut sur 3 mètres de large. Donc ça posait quelques problèmes pour justement maroufler, parce qu'en fait, il fallait présenter cela, et donc il fallait les maroufler sur papier. Et donc dans ces formats-là, évidemment, c'est extrêmement difficile d'obtenir un bon résultat. Bon, on a réussi à le faire avec toute une équipe, mais voilà, c'est... Voilà une œuvre de Basquiat aussi, je trouvais que c'était intéressant, parce qu'en fait... il fait des collages de papier de différentes sortes, qui sont à la fois des petits dessins récupérés ou ses propres dessins. Et il intègre aussi des journaux, etc., des revues. Et ensuite, il vient peindre par-dessus. Donc tout ça marouflé sur un panneau de bois. Donc, ça me fait penser, quand je vois en fait, ce type d'œuvre, aussi aux cubistes qui ont peint, en fait, qui ont intégré des journaux de l'époque et qui ont peint autour ou dessus, voire même dessus. Et donc, évidemment, on a, dans le temps, on va avoir une variation chromatique. Puisque dans les cubistes, on le voit très très bien, c'est que maintenant, puisque ce sont des journaux, de papier et journaux, ce sont des papiers très instables, donc très acides, et qui jaunissent énormément. Et donc forcément, ça modifie ensuite l'aspect de l'œuvre, puisqu'on va avoir une modification de tous ces papiers. Voilà, bon, ça vous connaissez tous Yves Klein, c'est une anthropométrie, voilà, donc c'est pareil, c'est des formats exceptionnellement grands, il y en a très peu, il en a fait 4 comme ça, et qui aujourd'hui sont marouflés sur papier. Donc ça pose aussi la question par rapport au niveau de la monstration, de l'éclairement de cette œuvre, puisqu'elle est sur papier, et comme vous le savez, enfin on en parlera peut-être plus tard, le papier en fait a un capital lumière, et évidemment ce capital lumière s'entame à chaque fois que l'œuvre va être montrée. Geneviève Claes, donc c'est un dessin en fait, que Geneviève m'avait donné, enfin m'a donné. Mais bon, en fait, c'était un dessin ancien, assez ancien, et en fait avec beaucoup de fraîcheur, mais en fait parce qu'elle l'avait jamais sorti de son carton à dessin. Et donc ça pose la question justement des œuvres qui sont faites avec des feutres de couleur. Alors, ce n'est pas le cas d'Emmanuel, parce qu'Emmanuel utilise des feutres, mais ça on en parlera après, qui sont des feutres permanents, en fait, qui sont testés en laboratoire pour être permanents. Mais tous ces feutres de couleur qui sont vendus dans le commerce sont très peu stables. Donc ça veut dire que si je ne prends pas la précaution d'encadrer correctement avec un verre filtrant les UV, dans 10 ans, 15 ans, je risque d'avoir en fait quelque chose de très jaune, très pâle. Au final. Voilà. Et pour finir, donc une œuvre de Riopelle, très chargée en peinture, sur un papier qui finalement n'était pas conçu au départ, je pense, pour recevoir autant de peinture. Et donc il a fallu maroufler sur une toile pour en fait stabiliser l'œuvre. Voilà. Donc là, c'était quelques exemples pour vous montrer quand même la diversité. Et comme on peut le voir aussi dans le salon du dessin, alors il y a des dessins qui sont, on va dire, plus traditionnels, donc à la mine de crayon, graphique, etc., qui ne posent pas spécialement de problème de stabilité. En revanche, quand même, il y aura quelques conseils que je vous donnerai peut-être à la fin pour l'encadrement et la bonne conservation d'une œuvre sur papier. Voilà, merci. Je passe la barre. Des questions ? Oui, des questions, si vous avez des questions. Si vous allez au salon du dessin ancien, à la Bourse, vous voyez j'ai pu comparer personnellement des gouaches de Herbin, dont certaines sont restées très bien conservées par les collectionneurs qui les détenaient. Et la différence de qualité 50 ans après entre une gouache très exposée et une gouache qui a été très bien conservée est très, très frappante, impressionnante même. Oui. Bon, alors, pour rebondir... Ça ne marche plus ? Si. Pour rebondir sur ce que vous venez d'entendre, et juste pour vous dire un mot d'assurance,
Bien évidemment, les assureurs ne pourront jamais vous assurer contre la détérioration d'un dessin qui est quasiment fait pour se détériorer lui-même. Euh, Même au-delà de cela, pour un dessin tout à fait normal, vous ne pourrez jamais vous assurer contre la détérioration qui viendrait d'une surexposition à la lumière ou de variations de degrés hygrométriques ou de ce que les assureurs appellent vermine et autres mythes qui peuvent endommager un dessin, surtout les dessins anciens. Ce sont des choses qui ne sont pas couvertes par les assureurs. Les assureurs sont là pour vous couvrir de l'incendie, des dégâts des eaux, du vol, mais pas pour ces détériorations. Alors, ça c'était le petit aparté sur l'assurance, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Maintenant, je vais vous dire quelques mots très simples, de bon sens en fait, sur ce qui peut inciter un collectionneur à s'intéresser au dessin et à faire une collection de dessins. Premièrement, je pense que le dessin, c'est l'approche la plus intime du processus de création d'un artiste, puisqu'il n'y a pas ou peu de repentir. Ça, peut-être qu'Emmanuel Régent nous en dira un peu plus. Mais en tout cas, en tant qu'amateur d'art, on a le sentiment que dans un dessin, on voit une œuvre un travail ou un geste ou un flux de création plus spontané que dans des œuvres plus travaillées que dans la peinture. Donc c'est quelque chose déjà qui est, à mon avis, assez intéressant. Deuxième point de bon sens, c'est que s'agissant par exemple, de très grands artistes qui sont très chers, acheter un dessin, c'est un moyen d'acquérir une œuvre unique, moins chère que leur peinture, leur sculpture ou leurs installations, puisqu'on trouve de très bons dessins de Picasso à 70 000 €, alors que vous n'aurez jamais une peinture de Picasso à ce prix-là. Et je dois dire que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup les dessins des sculpteurs. Par exemple, les dessins de Giacometti ou pour un artiste toujours vivant de Gormley, d'Anthony Gormley, sont, à mon avis, vraiment très très bons. Et je pense que le fait que le principal travail de l'artiste soit la sculpture rend le dessin particulièrement intéressant. Troisième point que j'ai relevé pour inciter quelqu'un à faire une collection de dessins, c'est que le papier et le fait que ce soit du dessin peut donner une unité à une collection couvrant plusieurs époques, plusieurs courants artistiques, voire même plusieurs continents, parce que vous pouvez... quand on fait un accrochage, en particulier dans une résidence, chez soi, ça dépend des goûts. Il y a des gens qui aiment les contrastes, mais moi personnellement, je trouve qu'il faut toujours trouver une sorte de ligne de conduite ou de tonalité commune à ce que l'on expose pour avoir une certaine harmonie. Et donc, collectionner des œuvres, uniquement des œuvres sur papier, par exemple, vous permet de marier des dessins chinois ou japonais du 19e siècle avec des dessins contemporains français, tout en gardant cette unité. Je crois que c'est à considérer pour certaines personnes. Autre point que j'ai relevé, c'est que les dessins sont facilement accrochables et transportables à condition qu'ils soient encadrés. Et franchement, ça facilite la vie du collectionneur parce que avoir des très grandes peintures, des très grandes sculptures qui demandent toujours de l'aide pour qu'on les transporte ou de recourir à des transporteurs, à la longue, ça devient un peu fastidieux et on aime, après quelques années de collection, on aime pouvoir changer facilement ses accrochages sans avoir recours nécessairement à des aides pour le faire. Et puis, je dirais en fait dernièrement, que à condition d'être bien encadré ou alors bien rangé, c'est-à-dire à l'abri de la lumière, et hors des climats très humides ou des expositions très ensoleillées, le dessin, dans l'ensemble, se conserve bien. Mais c'est vrai qu'il a une certaine fragilité par rapport à un bronze ou par rapport à de la peinture à l'huile. Bon, voilà les quelques considérations de bon sens sur ce qui est intéressant dans une collection de dessins.
Maintenant, si vous le voulez bien, alors je ne sais pas du tout à qui j'ai affaire, d'autant que je ne vois absolument pas la salle. Donc j'ai fait comme si je m'adressais à des collectionneurs. Peut-être qu'il n'y en a aucun dans cette salle, il y a plutôt des professionnels. Mais tant pis. Je vais vous dire quelques mots sur l'assurance d'œuvres d'art, plutôt chez les collectionneurs que chez les galeristes. Donc je dirais que pour une collection dépassant une valeur globale de 50 000 euros, je pense qu'une assurance souscrite auprès de spécialistes de l'assurance d'art est recommandée par opposition à l'assurance multirisque habitation que chacun d'entre nous est obligé d'avoir. Je voudrais vous faire remarquer que les polices d'assurance spécialisées œuvres d'art peuvent couvrir plusieurs résidences et les transports occasionnels entre elles. Qu'il faut assurer les œuvres d'art dans le jargon des assureurs en valeur agréée, c'est-à-dire en détaillant la liste des valeurs d'assurance de chaque œuvre de la collection, ce qui ne nécessite pas nécessairement, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, l'intervention d'un expert. Pour un particulier, le coût d'une assurance, le coût annuel d'une assurance oscille entre 1 pour 1000 et 4 pour 1000, selon la taille de la collection et la nature des risques, là où elle est exposée. Ce qui veut dire que, par exemple, pour une petite collection de 100 000 euros, au maximum, vous paierez 400 euros d'assurance. Voilà, donc c'est à considérer quand on est. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui ne s'assurent pas pour économiser les coûts de l'assurance, mais chacun a sa tolérance au risque et son souci de se protéger ou au contraire de ne pas se protéger. Il existe aussi, ça c'est plus anecdotique mais c'est amusant, il existe de nouvelles possibilités d'assurer deux choses, la validité des titres de propriété. Alors je m'explique, si vous pouvez être amené par exemple à acheter une pièce, une œuvre datant d'avant-guerre, à quelqu'un dont vous ne connaissez pas tout le pédigré de l'œuvre, vous ne savez pas dans quelle main elle est passée, donc vous vous apprêtez à dépenser de l'argent pour l'acheter, mais vous voulez être protégé des recours que pourrait avoir s'il s'agit d'une œuvre spoliée par les nazis, par exemple, des propriétaires de l'œuvre qui ont été spoliés dans les années 40, ou des recours, s'il s'agit d'une œuvre russe, des recours du gouvernement russe actuel. Et il est possible donc de s'assurer d'assurer la valeur de l'œuvre de manière que vous soyez indemnisé si on vient vous contester la propriété de ce que vous avez acheté. Donc c'est très rare, c'est anecdotique, mais ça existe. Et de la même façon, l'authenticité d'œuvres anciennes peut aussi donner lieu à assurance dans certains cas très, très particuliers. Je dirais enfin que, en tant que collectionneur, si vous prêtez une pièce pour une exposition, il faut que vous demandiez à la personne qui vous emprunte cette pièce un certificat d'assurance et un constat d'état de la pièce au départ et au retour de l'œuvre. Et puis, pour terminer sur l'assurance, est-ce qu'il vaut mieux que vous vous assuriez auprès d'un courtier ou auprès d'un agent d'assurance, puisque les produits d'assurance sont distribués par deux types de réseaux? Les courtiers d'assurance d'un côté qui travaillent avec plusieurs compagnies d'assurance et les agents qui, eux, ne travaillent qu'avec une compagnie d'assurance. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour la même police d'assurance, le prix sera le même entre un courtier et un agent. En revanche, le courtier, là je défends ma propre chapelle puisque je suis courtier d'assurance, le courtier offre deux avantages. Le premier, c'est de pouvoir choisir le meilleur contrat et le meilleur prix entre ceux proposés par plusieurs assureurs. Et le deuxième, c'est qu'au moment d'un sinistre, pour défendre vos intérêts, le courtier sera plus, comme il ne dépend pas de la compagnie d'assurance impliquée dans l'indemnisation du sinistre, il défendra vos intérêts, c'est son job, alors qu'un agent d'assurance sera pris entre deux feux, entre le fait que vous êtes son client d'un côté, mais que son employeur, la compagnie d'assurance, reste son seul fournisseur de produits à vendre finalement. Voilà ce que je voulais dire sur l'assurance, qui est un sujet qui en général n'intéresse personne et que les gens
qui fait peur à tout le monde et que les gens regardent toujours avec circonspection et en ayant envie de s'en débarrasser le plus vite possible. Les courtiers d'assurance comme moi sont là pour essayer de vous simplifier la vie et de vous trouver le produit sur mesure le plus adapté à vos besoins. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais passer la parole à Manuel Régent, sauf si vous avez des questions. Alors, j'avais donné un visuel, mais qui n'est pas disponible, donc tant pis. Si vous souhaitez parler d'assurance à l'issue de cette petite conférence, je suis à votre disposition. Et maintenant, je vais passer la parole à Emmanuel, qui va nous parler de la façon dont il fait des dessins qui se conserveront éternellement. Merci. Ouais, ça, je suis pas sûr éternellement, mais en tout cas, non, je peux répondre à des questions et puis peut-être parler des problèmes qui sont posés, auxquels j'étais confronté dans ma pratique. Après, tous les artistes, il y a autant de manières de dessiner qu'il y a d'artistes, donc forcément, c'est des critères que je me suis imposés, mais qui sont pas forcément valables pour tout le monde. Moi, j'avais besoin surtout pour les grands formats, d'avoir des surfaces planes. Donc déjà, j'ai été confronté au choix du papier pour avoir un papier le plus blanc possible. Donc il a fallu choisir un papier évidemment sans azur optique, pH neutre, qui soit le plus stable. Et donc tout ça pose moins de problèmes pour les petits formats puisque l'encadrement est beaucoup plus simple. Mais dès qu'on dépasse les 1 mètre, là, pour le coup, pour avoir une surface plane, ça devient compliqué. Alors, il y a plusieurs choix. Il y a le choix de tendre dans une boîte américaine, mais de le tendre et comme on peut, c'est-à-dire le coller, mais on va avoir quand même du papier qui va gondoler. C'est ce que je voulais absolument pas. Je voulais vraiment préserver mes blancs, puisque je dessine beaucoup avec le blanc du support. Donc, j'avais besoin que ce soit très, très plat. Et puis, après plusieurs expériences, c'est Claude qui a marouflé les premiers dessins. Et avec une technique traditionnelle, mais peut-être que tu vas plus en parler, sur de la toile, pour obtenir justement cette surface égale et donc sans bosse ou sans... Donc il y avait cette première question. Donc garder le papier le plus blanc possible et le plus longtemps possible. Donc ce choix de papier donc sans azurant et tout ça. Ce qui n'est pas le cas parce que par exemple j'ai un copain connaissait peut-être Gérald Panighi, qui est un dessinateur et qui lui procède totalement différemment. Et il va chercher les papiers les plus jaunes, les plus vieux, puisqu'il intègre le vieillissement du papier dans sa pratique. Il a envie justement que ça jaunisse et que ça s'abîme. Ce qui n'était pas mon cas. Donc c'est un peu plus compliqué. Et de la même manière pour l'utilisation du feutre, j'ai pas utilisé, évidemment, j'utilise pas de feutre à alcool, les feutres dont tu parlais qui au bout de même pas 10 ans parfois, s'évaporent et laissent complètement disparaître le dessin. Donc à moins que ce soit volontaire, mais souvent ça peut être un drame. Et ça l'a été pour certains artistes. Donc aujourd'hui, on a aussi des outils qui sont super, parce que ces feutres-là tu vas me dire si je dis une bêtise, mais qui ont l'équivalent d'encre de Chine, donc du pigment dans l'encre, ce qui permet de la stabilité, mais aussi parce que c'est des micro-pigments, donc ils peuvent passer avec le système du feutre. Si les pigments étaient plus gros, on ne pourrait pas évidemment obtenir ces feutres très précis, enfin cette miniaturisation du système. Donc ça, c'est des feutres qui ont quoi, 15 ans, 10 ans, je ne sais pas, 20 ans, ce système de feutre. Oui, c'est assez récent. Oui. C'est assez récent, donc ça permet aussi d'avoir une pratique différente, puisqu'effectivement, il y a 30 ans, on ne pouvait pas dessiner comme ça. Et donc, oui, et en plus de ça, après, en fonction des dessins, je peux utiliser aussi des encadrements avec du plexi ou pas, mais qui va bloquer les UV. Mais en théorie, j'ai l'impression d'avoir fait ou d'essayer de faire le maximum avant même l'encadrement, par le choix du papier, le choix de l'outil. Ouais. Donc voilà. Mais après, ce que j'ai découvert, c'est évidemment
le travail de marouflage, c'est un travail très compliqué. J'imaginais pas que c'était à ce point-là, puisque pour 2 dessins, vous étiez une journée pour 2 dessins, et pas une journée, on se balade, non, une vraie journée. C'est très complexe, il y a plusieurs étapes, il faut mouiller le papier, le tendre sur une feuille, le laisser se détendre, préparer le bâti, donc qui est une sorte de châssis temporaire qui va recevoir la toile qui est complètement tendue, et puis après, voilà, encoller la toile, le passage de la colle, et sur la toile et sur le dessin, et ne serait-ce que transporter une feuille de papier, ça m'a fait bizarre. Le transporter une feuille de papier qui est mouillée, qui fait 2 mètres sur 1,50, imaginez, elle est trempée, il faut la transporter, la mettre à plat sur un bâti. Et là, bon, il y a des techniques avec des films, etc. Mais c'est des prises de risque. Alors, là, j'espère que tu es assuré, mais, mais c'est des prises de risque où, bon, là, ça. Je suis assuré, non, je suis assuré, oui, effectivement. Voilà, Je suis parce que assuré. Mais bon, je suis assuré, je veux dire, si je fais les choses, disons, en bon père de famille et surtout, voilà, ouais, assuré pour, en fait, si j'établis des protocoles qui sont des protocoles, disons, classiques et connus. Bon, si par contre, je veux dire, la veille au soir, bon, j'ai un dîner très arrosé et que le matin, je suis encore un peu imbibé d'alcool et que je trébuche avec l'œuvre d'Emmanuel et que je la déchire, là, pour le coup, on va venir chercher ma responsabilité en me disant, mais monsieur Vrebel, vous n'étiez pas dans votre état normal, etc. Donc, en revanche, bon, si j'étais en pleine forme, etc., mais que je trébuche, parce qu'il y a un petit obstacle, je ne sais pas quoi, le plancher qui n'est pas raccord, etc. Là, en revanche, je serai assuré par mon assureur, voilà, qui est aussi un assureur, pour ma responsabilité civile professionnelle. Euh, pour sortir peut-être temporairement de ces sujets un peu arides, moi j'ai une question un peu de fond à poser à Emmanuel. Pourquoi est-ce que vous dessinez essentiellement? Pourquoi n'avez-vous pas essayé de la peinture ou... Hein? Il fait de la peinture, oh là là. Mais on la voit pas, il la cache. non, mais parce que c'est le système, on va dire, qui est un petit peu comme ça. C'est que justement, on parlait du Palais de Tokyo. Pour moi, ça a été extraordinaire ce prix. Ça a été le début de l'aventure. Mais du coup, l'éclairage s'est fait autour de mes dessins à ce moment-là, tout en ayant une pratique de peinture et de sculpture. Mais c'est comme ça. Souvent, un chanteur, on le connaît pour une chanson, donc donc on connaît plus mes dessins que les peintures. Quoi, bon, peut-être ça évolue aujourd'hui différemment, mais il y a eu un éclairage, ouais, peut-être plus important sur les dessins. Euh, Mais qu'est-ce que vous pouvez dire sur la différence de processus de création pour un artiste entre peindre et dessiner? je pense que, enfin, pour moi, la différence, j'ai l'impression de... Oui, c'est un comportement totalement différent. Le dessin, pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus mental, évidemment. Quand je dessine, je, je- je peux... Bon, en plus, il y a un geste très répétitif, puisque je passe des centaines d'heures à remplir ces surfaces avec ce feutre fin. Et j'arrive à m'évader et à penser à d'autres projets, à penser mes projets de sculpture, justement. Et le parallèle sculpture-dessin, je le fais énormément dans mon processus. Par contre, quand je fais de la peinture, c'est totalement différent. Il y a quelque chose de physique, euh, de presque sexuel, quoi. C'est quelque chose qui prend complètement la peinture. Quand je fais ça, je peux rien faire d'autre, quoi. Il y a un engagement qui est très différent. Le dessin, j'arrive oui, à m'évader, je ne vais pas dire faire plusieurs choses en même temps, mais oui, c'est deux. Et je ne peux pas commencer un travail de peinture en même temps qu'un travail de dessin. C'est très compartimenté. Après, dans ma pratique, c'est très compartimenté. Sauf sculpture, dessin, effectivement. Et est-ce que je disais une bêtise en disant qu'il y a moins de repentir dans le dessin que dans la peinture? Je pense que c'est vrai, oui. Le dessin, je sais que si j'ai quelques traits de trop, j'ai l'impression d'achever mon dessin, mais de l'achever
il y a quelque chose, oui, ça se joue à pas grand-chose. Mais c'est peut-être... puisque là, c'est vraiment le support. La lumière vient du papier, donc c'est comment préserver le support. Moi, ce qui m'intéresse dans le dessin, c'est justement cette simplicité. On peut dessiner, là on parle de choses un peu, je ne vais pas dire complexes, mais qui demandent une réflexion autour de la technique, des matériaux, l'utilisation. Mais le dessin, c'est quand même quelque chose que l'on peut faire sur une vitre avec de la buée. On peut dessiner sur une plage de sable. Enfin, c'est très simple. Et cette simplicité-là, enfin, pour moi, elle est importante malgré tout. Donc, je sais plus. Donc, oui, le repentir, dans ma pratique, encore une fois, c'est différent avec d'autres artistes. Si je me trompe, je déchire tout. Et ça arrive très souvent, ouais, ça arrive souvent. Parce que si tu utilises un feutre qui n'est pas effaçable. Voilà, C'est-à-dire que le repentir est possible avec un crayon graphite, par exemple, puisqu'on peut gommer. exactement. Donc on peut éventuellement faire évoluer son œuvre parce qu'on a la possibilité de revenir en arrière en gommant, par exemple. Bon. Oui. Alors que toi, tu travailles avec ce feutre qui est en plus un feutre indélébile et donc permanent. Donc, Oui, sur un papier extrêmement blanc. Donc la rature n'est pas possible en fait. Non. Donc tu n'as pas le droit à l'erreur. Sinon, tu jettes, comme tu l'as dit en fait. J'imagine que tu as dû en jeter un certain Ouais, nombre. énormément. Bon. Ouais, le budget papier, Voilà. oui, c'est important parce que. Mais après, c'est le moment peut-être que là où je me préserve le plus, c'est-à-dire le moment de déterminer quand s'arrêter. Et c'est super difficile. Pour moi, c'est le plus difficile. C'est quand est-ce que je m'arrête, quand est-ce que j'arrête le dessin. Ouais. Euh, pour ne pas le surcharger, pour ne pas en faire trop et ne pas l'étouffer. Il y a quelque chose comme ça. Il y a Ça, je crois que c'est une problématique qu'on retrouve pas que dans le dessin, hein, dans la oui, peinture oui, aussi, oui, oui, bien sûr. dans Bien toute sûr. création, Oui, c'est-à-dire ou bien dans sûr. l'écriture. À quel moment on doit Oui, oui. s'arrêter Oui, mais oui, bien sûr. Sauf que là, comme tu l'as dit, peut-être qu'en peinture, on peut pas revenir en arrière, mais on peut. Tu sais, on peut revenir en arrière, un peu comme le crayon graphite, etc., puisqu'on peut recouvrir. Voilà, D'où le repentir, justement. exactement. Et on peut ensuite, en faisant des examens, se rendre compte que finalement, la main n'était pas comme ça, elle était autrement Exactement. positionnée, etc. Et ça, donc, alors c'est vrai que là, c'est plus facile. Mais toi, compte tenu des matériaux utilisés, de la technique utilisée, tu ne peux pas, en fait, si vraiment tu débordes, comme tu le dis, tu peux pas revenir en arrière. C'est quelque chose. Parfois, je peux utiliser l'accident, c'est-à-dire que c'est pas non plus. Il y a des choses qui peuvent apparaître. J'avais pas décidé de mettre une tête comme ça, mais finalement, S'y met. voilà, elle s'y met. Et puis, c'était une petite, pas une erreur, mais quelque chose qui n'était pas vraiment prévu. Puis après, je la réadapte, je la transforme, ça devient, je sais pas, autre chose. Mais c'est vrai que bon, c'est pas comme avec du fusain où on peut se le permettre. Mais est-ce que c'est plus difficile de s'arrêter en dessin qu'en peinture? Pour moi, oui, mais après Et il est plus facile de se dire cette peinture est achevée que ce dessin est achevé. dans ma pratique, oui. Non, le dessin, justement, parce que comme je laisse beaucoup de part au blanc, c'est tentant de recouvrir la surface, c'est tentant d'en rajouter. Et d'autant plus que j'essaie d'apporter un maximum de détails de manière minimaliste, mais quand même, il y a quand même beaucoup de détails, beaucoup de- oui, de précision dans le travail. Donc j'ai toujours envie de. Il y a un moment donné, je m'oblige presque. Pour certains, oui, je m'oblige en me disant stop maintenant. C'est comme pour obtenir les noirs. Comme c'est un geste comme ça répétitif, une sorte de grésillement, suivant mes humeurs, suivant le moment. Je vais laisser plus ou moins d'espace vide entre ce grésillement. Donc il y aura des petits écarts du blanc du papier qui va apparaître. Euh, des fois, j'ai envie d'uniformiser. Alors, je repasse par-dessus et je rajoute, entre guillemets, une couche d'encre. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose... on a envie, finalement, que ce soit de plus en plus sombre, et de plus en plus... Enfin, j'ai envie... Et puis à un moment, il faut arrêter, parce qu'autrement, ça pas de... Non, oui, c'est peut-être le plus difficile pour moi, c'est de m'arrêter. Mais...
Et on voit l'heure qui avance, là il est 19h49. Est-ce que vous avez des questions sur, à la fois sur l'assurance, sur la pratique artistique d'Emmanuel ou sur les problèmes de conservation? Oui. Ça, Emmanuel pourrait en parler parce que finalement, il a fait un peu les recherches. Bon, alors évidemment, ça dépend de quel point de vue on se place. C'est-à-dire, si vous vous placez du point de vue de l'artiste, mais Emmanuel a fait ce travail de recherche en fait pour trouver en fait le matériau le plus stable. Et donc il est arrivé à un résultat parce qu'il a questionné en fait le fabricant parce qu'en fait il faut aller jusque là, c'est-à-dire que même si les fabricants ne vous donnent pas évidemment le contenu réel du produit, puisqu'il y a le secret en fait, on va dire, de fabrication. En revanche, il y a des fiches techniques que les ingénieurs ont mis au point parce que forcément, c'est demandé en fait pour l'utilisation de ces outils. Donc, rapprochez-vous quand vous avez si vous êtes artiste, essayez de vous rapprocher de votre fournisseur, de ce que vous aimez comme matériaux, et essayez d'avoir des informations là-dessus. Après, bon, si vous n'arrivez pas à en avoir, vous pouvez aussi faire des tests vous-même. Hein. Oui, Je veux dire, c'est bon, ce que j'ai fait. Ouais. vous exposez à la lumière, vous exposez aux intempéries, vous faites en fait un mini labo, quoi. Hein. Comment font les industriels? Ils font ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils bombardent avec des UV dans des cuves spéciales, etc., pour voir la tenue et voir l'évolution en fait de la tenue de la peinture, de l'encre, par exemple, de l'encre ou de la peinture. Hein. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on a des matériaux qui sont, en parlant par exemple des peintures acryliques, qui ont des très bonnes tenues dans le temps, en fait, parce qu'elles sont testées par par le fabricant, parce que c'est des exigences, justement, du point de vue, disons, de la tenue, du bombardement, etc. Donc, allez chercher l'information auprès du fabricant. Après, bon, faites vos tests vous-même si vous êtes artiste. Maintenant, si vous êtes collectionneur et que vous n'arrivez pas à obtenir de l'artiste le matériau qu'il a utilisé, etc., en général, pour l'avoir pratiqué fréquemment, les artistes sont très volontiers, donnent très volontiers en fait les outils avec lesquels ils travaillent, surtout sur les problèmes de conservation. Parce que dans le fond, ça les concerne. Je sais que même s'il y en a on a l'impression qu'ils prennent ça un peu par-dessus la jambe parce qu'ils ont des gestes ou des créations très spontanées, etc. Dans le fond, il y a toujours un moment, en fait, l'artiste se pose cette question, dans le fond. Donc, en général, il n'est pas avare je veux dire, de renseignements là-dessus. Donc, à partir de là, après, bon, comme je vous le disais, en fait, ce qu'il faut, bon, en gros, ça avait été évoqué par mon voisin d'à côté, c'est que éviter, bon, toujours la lumière directe, hein, donc éviter la lumière directe du soleil, bien sûr, euh, éviter, bon, ça c'est plus difficile, mais même la lumière artificielle, le problème c'est que souvent tout ce qui est en fait néon, etc., est très, disons, diffuseur de rayonnement ultraviolet. Alors, il y a aussi là des possibilités de filtres hein, qu'on glisse dans les tubes et qui bloquent en fait ce rayonnement. Éviter les variations climatiques, ça c'est très important aussi, puisque le papier c'est un matériau vivant. Hein. Le problème qu'on avait qu'on a eu aussi avec Emmanuel, hein, puisque même moi, j'ai marouflé ces œuvres, mais toile de lin, même de très bonne qualité, avec des châssis de très bonne qualité. Mais la toile, le papier, ce sont des matériaux hygroscopiques. Donc ça veut dire qu'ils absorbent et ça veut dire qu'ils désorbent l'humidité. Et donc, c'est un matériau vivant.
Donc, on avait fait un très beau marouflage, il était hyper content et tout ça. Et puis, il m'appelle catastrophé, parce qu'il était au prix Canson, il présentait une œuvre. Et en fait, bah oui, il se trouve que le climat de l'environnement était pas, disons, très stable, sûrement de l'humidité qui était apparue. Et là, les plis se sont formés. Donc, cette espèce de planéité qu'il désirait, dont il a besoin qu'il recherche, n'était plus là. Donc panique d'abord, et donc on a essayé de faire quelque chose un peu en dernière minute, quoi. Mais voilà, ça reste un matériau. Le papier, c'est un matériau qui est très sensible aux variations hygrométriques, hein. Donc, c'est aussi donc la lumière, bien sûr. Disons, on va dire les ennemis, hein, un peu de ces matériaux. C'est quoi? C'est la lumière, c'est les variations climatiques importantes. En général, sur les appartements, pour les collectionneurs, c'est une chaleur trop importante dans les appartements et donc pas assez d'humidité, justement. Donc ça fragilise les papiers, ça les rend cassants, puisque c'est un matériau, ce sont des fibres de cellulose, et ces fibres de cellulose, elles ont besoin d'une humidité. En général, on préconise 50% d'humidité relative dans l'atmosphère. C'est rarement le cas, en particulier en hiver et en particulier en janvier-février, qui sont les 2 mois les plus froids et les plus secs à l'extérieur. Donc, essayer d'avoir un climat stable et d'une maîtrise un peu de l'hygrométrie. Voilà, donc ne pas mettre au-dessus d'un radiateur, pas en lumière directe, éviter les plantes qui soient à côté des œuvres. Et puis, bon, si on peut protéger, évidemment, avec donc soit un plexi anti-reflet, ça existe, c'est cher, soit une vitre anti-reflet, c'est un peu moins cher aujourd'hui. Mais il y a des œuvres et des artistes qui ne souhaitent pas, et je les comprends, parce que bon, je vois mal Emmanuel, enfin des œuvres d'Emmanuel telles que je les connais, parce que encadrées avec un verre. C'est comme un brou de noix de soulage. Bon, évidemment, c'est plus, je dirais, du point de vue de la conservation, plus raisonnable, mais c'est pas toujours, je veux dire, esthétiquement parlant, satisfaisant, parce que évidemment on a le renvoi de la lumière. Alors à ce moment-là, la question de l'accrochage, que disait mon voisin, est très importante, c'est-à-dire de vraiment choisir l'accrochage qui correspond en fait aussi à l'œuvre, hein. Donc avec par exemple justement ces problèmes d'éclairement. Je voudrais vous poser une question, puisque vous êtes restaurateur. Pour des œuvres qui ont plus de 100 ans, quelles sont les techniques qui se conservent le mieux? Si on parle du lavis, de la gouache, de l'aquarelle, qu'est-ce qui se conserve le mieux? C'est la peinture à l'huile? En fait, sur toile? Oui, non, en fait, je crois que les questions de conservation sont liées intrinsèquement aux matériaux utilisés et à la mise en œuvre de ces matériaux. Et là-dessus vient se rajouter l'environnement. Donc l'environnement, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'environnement climatique et d'éclairement. Voilà. À partir de là, si une œuvre est je veux dire, mise en œuvre justement de manière... tu sais, il y a un cahier des charges, hein, tous les fabricants, je veux dire, vous font un cahier des charges pour la mise en œuvre, la bonne mise en œuvre, hein. On fait un ravalement, le gars vous dit, voilà, il faut imprégner le mur, il faut piocher ceci, il faut passer telle couche avec telle dilution, etc. Bon, si vous respectez ça, évidemment, c'est formidable parce que, bon, ça a été étudié pour, et à partir de ce moment-là, le matériau va tenir. Bon, il y a un gars qui s'appelle Armand, il a fait des accumulations dans du plexi. Bon, tout le monde connaît ça, mais sauf que lui, il le faisait dans son atelier. Donc, pas dans une atmosphère sans oxygène, et il faisait ses mélanges. Bon, je ne pense pas qu'il utilisait une balance, hein, pour être très précis. Bon, donc du coup, le plexi, effectivement, si c'est bien mis en œuvre, ça peut durer très longtemps sans jaunissement. Or,
Il se trouve que c'était pas le cas, et Armand a fait beaucoup comme ça d'accumulations qui aujourd'hui sont presque invisibles parce que il y a un jaunissement très important et des opalescences. Bon, tout ça, c'est lié en fait à la mise en œuvre. Hein. Donc c'est ça la vraie question. Donc c'est difficile de dire cette œuvre-là tiendra plus que l'autre. Je crois que bon, ce qui est sensible, on le sait, bon, c'est les pastels, ça c'est clair. Les aquarelles sont très sensibles aussi. Bon, les dessins graphites, je pense qu'il n'y a pas de problème. La sanguine et autres, tout ça, ça fonctionne. La peinture à l'huile aussi, sauf que bon, la peinture à l'huile, évidemment, est assez agressive avec le support. Hein, parce que, en fait, les anciens faisaient de la peinture à l'huile. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils peignaient sur toile, mais avant de peindre sur la toile, ils en collaient. Ensuite, ils faisaient ce qu'on appelle une préparation, c'est-à-dire qu'en fait, ils isolaient le support toile de la peinture. Hein. Donc là, si on peint directement, c'est pour ça, bon, on voyait le Riopelle, finalement, en fait, l'huile va oxyder le papier et va le fragiliser. Et par rapport à la question tout à l'heure sur le stylo bic, etc., moi, je vous encourage à faire l'expérience, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les feutres, parce que même avec la fiche technique du fabricant, j'ai quand même fait des tests avec des bandes, avec plusieurs marques, je les ai collées contre la vitre chez moi, plein soleil, et je les ai laissés quelques années. Ça n'a pas bougé. Et pareil pour les papiers. Les papiers, suivant les marques, maintenant, j'essaie vraiment, c'est un papier qui est avec des azurants optiques, évidemment, c'est terminé, quoi. En fait, c'est une composante qui permet en fait de blanchir plus le papier. Les azurants optiques, on en a plein dans les lessives, par exemple. Et en fait, c'était marrant parce que un jour, j'avais vu une photographie en fait de la France avec en fait justement tous les azurants optiques qui se déversent finalement dans les mers et les océans parce que en fait ils disparaissent pas comme ça, c'est-à-dire que bon ils sont pas suffisamment filtrés, on va dire, et les industriels adorent les azurants optiques. Hein. Je veux dire, plus c'est blanc, mieux c'est, quoi. Ce qui est dingue, c'est qu'on en retrouve dans énormément de papiers dits beaux-arts. Oui. Tu vas chez n'importe quel marchand, les trois quarts des marques dites beaux-arts, je ne devrais pas dire, mais il y a des marques très très connues qui utilisent des azurants optiques pour des papiers qui théoriquement sont des papiers à dessin, même sur des... et du coup, il faut... C'est vrai. Oui, non, mais tout à fait. Ça, bon, c'est au fur et à mesure où... donc faire des tests, moi c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure du temps, quoi. Mais... D'autres questions ? C'est au collectionneur à faire évoluer la valeur d'assurance. La prime est proportionnelle aux capitaux assurés. Donc si vous dites assurez-moi mon telle œuvre pour 1000 euros, elle sera assurée pour 1000 euros. Si ensuite c'est à vous, mais on peut en tant que courtier d'assurance vous aider, vous alerter pour cela. Tous les ans, on peut revoir les valeurs d'assurance. Et donc on peut suivre, ajuster la police d'assurance tous les ans en fonction de l'évolution des pièces. Mais ça ne sera pas automatique. Oui. Oui. Les assureurs ne le feront pas. Les courtiers peuvent vous aider à le faire, ou vous-même, vous le faites vous-même, sans nécessité de faire intervenir un expert pour changer la valeur d'assurance. Parce que les gens ont toujours un peu peur de devoir payer un expert pour cela. Certains assureurs exigent des expertises, d'autres ne les exigent pas.
et donc vous économisez le prix de l'expertise. Et vous pouvez aussi revoir à la baisse et économiser sur les prix de l'assurance. D'autres questions ? En fait, il se trouve que bon, j'ai fait une recherche sur les problèmes de conservation et de restauration d'œuvres justement qui sont, on va dire, posent des problèmes du point de vue de la conservation-restauration. J'ai interviewé Jean-Pierre Bertrand sur ces questions-là. Et lui se positionne très clairement en disant, voilà, c'est une œuvre qui va évoluer dans le temps. Je ne souhaite pas qu'on arrête ce processus, puisque c'est moi qui l'ai initié. Et donc, à partir de ce moment-là, le collectionneur, qu'est-ce qu'il doit faire ? On va dire le montage. Alors ça, c'est aussi valable pour des tas d'autres œuvres. Hein. C'est le montage qui est fait par l'encadreur. Méfiez-vous des encadreurs. Non, je veux dire, surveiller l'encadreur. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument que vos dessins soient montés sur des cartons non acides, à pH neutre. Hein. Parce que, évidemment, ce dessin va être en contact permanent avec ce carton de fond. Hein. Et si ce carton de fond n'est pas justement un carton à pH neutre non acide, il va communiquer son acidité au dessin. Donc, dans tous les cas de figure, quand vous avez des dessins et que vous voulez les monter, c'est un peu plus cher, mais faites-le, parce que du point de vue de la conservation, c'est beaucoup mieux. Donc, pour le Jean-Pierre Bertrand, en l'occurrence, c'est pour ralentir un peu le processus, mais il ne s'arrêtera pas, c'est de mettre un carton de fond déjà non acide. Deuxièmement, c'est de mettre éventuellement, donc, puisque là c'était le cas, il y avait déjà un plexi de protection, c'est de mettre un plexi qui va, disons, filtrer les UV à 98%, ou un verre de protection qui aura le même effet. Parce que ce qui est dommageable, c'est vraiment les UV, hein, parce que c'est eux qui vont en fait rendre le papier cassant, décolorer les pigments, etc. Donc, et après, je dirais, après, en fait, l'idée, c'est de documenter le vieillissement. Hein. Si c'est pour une collection privée ou une collection publique, je conseille de faire à peu près, tous les ans, ou voire tous les 2 ans, une photographie de l'œuvre et de son évolution. Hein. Mais le processus de dégradation, si vous voulez, à partir du moment où il est inclus, je pense aussi à un autre artiste qui s'appelle Dieter Roth, qui a fait beaucoup que des dessins, mais aussi des sculptures en chocolat. Très clairement, il s'est prononcé là-dessus, c'est-à-dire que l'œuvre doit évoluer avec le matériau initial. Hein. Donc l'erreur, justement, et c'est là où en fait la conservation-restauration de l'art contemporain diffère de la restauration classique, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de bloquer, de momifier le processus de dégradation. Il faut l'accompagner dans les meilleures conditions, on va dire, mais il faut respecter, puisque c'est en fait au départ l'intention artistique. Et l'intention artistique, c'est quand même ce qui prime. Ça prime d'abord parce que c'est l'intention de l'artiste, mais parce que l'artiste aussi peut ensuite se retourner contre vous, parce que c'est ça ce qu'il faut dire, c'est que ces artistes ont un droit moral, un droit d'auteur très très fort, hein, et en particulier en France, puisque c'est en fait dans ce pays où le droit d'auteur est le mieux défendu. Donc il peut très bien se retourner après contre vous en disant « Vous avez bloqué le processus de dégradation qui a été initié par moi et qui était ma volonté artistique. » Donc toujours en fait se rapprocher de l'artiste pour connaître en fait son intention quand on est dans cette
évidemment, dans cette situation, bon, ce qui est pas toujours le cas, hein, c'est un peu exceptionnel. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou à poser à Emmanuel aussi. Hein. Non, non, bien sûr, mais sur ta pratique. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, nous allons peut-être lever le camp. Merci.